C'est bien. Merci d'être là ce soir pour accueillir Claude Jacou et Charlie Buffet, notre directeur éditorial, qui vient de sortir un livre qui s'appelle L'invitation à l'altitude. Claude Jacou, un guide pionnier en Himalaya. Donc tout le monde connaît. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Claude Jacou. Mais d'abord, Charlie, pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Je commence il y a 20 ans ou plus récemment, ou il y a 30 ans. En fait, on fête cette année les 30 ans des éditions Guérin. Et en fait, l'idée s'est enclenchée récemment parce qu'on s'est dit, on n'a pas envie que l'anniversaire de Guérin soit tourné uniquement sur le passé. On veut que ce soit un dialogue entre le passé. Guérin, on a toujours publié des grandes rééditions de grands textes de la littérature de montagne, et on essaye d'être à l'écoute de ce qui continue à se passer en montagne. Donc il y avait cette idée de dialogue, et donc je me suis dit, il y a un beau dialogue que j'aimerais voir, c'est entre Claude Jacou et Benjamin Védrine, qui est, pour ce qui est de l'alpinisme contemporain, est plutôt pas mal. Et donc, on s'y est attelé. Je me suis attelé grâce à Antoine, ici présent, qui avait beaucoup travaillé, qui avait enregistré des entretiens très, très poussés avec Claude depuis longtemps. Donc il y avait déjà une très belle matière pour raconter la vie de Claude. Ça faisait longtemps qu'on avait envie, on s'était vu, il y a 7 ou 8 ans déjà, Antoine. Et donc ça, c'était un projet ancien. Et là, je me suis dit, voilà l'occasion. On peut faire ce dialogue pour montrer que, Guérin, on est sur cette ligne de crête entre le passé et l'avenir. Et c'est un présent assez riche dans la vallée. Donc, Benjamin Védrine, on sort 2 livres cet automne de Benjamin Védrine, un livre photo illustré qui raconte son record au K2, 11 heures pour faire l'ascension du K2, une demi-heure pour descendre en parapente. Et un deuxième livre qui est beaucoup plus... Donc ça, c'est un livre illustré avec des photos. Et un deuxième livre de Benjamin qui est beaucoup plus intime, un livre de texte. Oui, à partir d'une ascension du Dru qu'il a faite cet hiver, en mois de février, une voie de haute difficulté dans le Dru qui s'appelle la voie base. Il raconte cette voie, et en racontant cette voie, il se raconte lui-même. Voilà. Donc, on a ces 2 livres de Benjamin qui sera avec Claude, donc notre parrain, pour les 30 ans des éditions Guérin, qu'on fêtera. Donc, vous serez tous les bienvenus le 6 décembre au Majestic. 17h30. 17h30, voilà. Donc voilà, c'est cette idée du dialogue qui est... donc, le tout début du projet, c'est les entretiens d'Antoine avec son père, qui partait d'une idée que Claude avait un témoignage passionnant sur ce qu'a été l'arrivée des guides en Himalaya, des guides européens en Himalaya, et qu'on avait l'occasion d'entendre enfin cette voix, que moi j'avais envie d'aider à ce qu'elle soit entendue. Ouais. Eh ben, on va repartir en arrière là du coup. Claude Jacou est né le 4 mai 1933 à Servoz, un chapelet d'opulentes fermes laitières posées au bord d'un ancien lac glaciaire à l'entrée de la vallée de Chamonix. L'exposition est belle, le ciel est plus grand qu'à Chamonix. Le mamelon boisé du Prarion au sud est trop modeste pour faire de l'ombre au village et masquer la vue spectaculaire sur les glaces de l'aiguille de Bionasset et du dôme du Goûter. Le nom de Servoz, qui se prononçait Serve, viendrait du latin selva, forêt. Les hêtres et les épicéas s'accrochent aux pentes de la montagne de Pormona et du dérochoir dont l'éboulement monumental faillit ensevelir le village au milieu du XVIIIe siècle. Les habitants de Servoz répondent au nom ingrat de Chirve, et l'on pourrait être tenté d'en affliger Claude Jacou. Mais Claude Jacou est un Parisien, né à Servoz. Ses 2 parents, René et Marcel, sont instituteurs. René Jacou, lui-même fils d'une institutrice prénommée égyptienne Esther, descend d'une vieille famille Chirve. La famille de Marcel vient de Maurienne. Son père était également instituteur. Ascendance du petit Claude, Savoie et savoir. Claude a 2 sœurs aînées, Annette et Madeleine. Soucieux de trouver le meilleur terroir possible pour l'éducation de leurs 3 enfants, René et Marcel choisissent de déménager à Paris en 1934.
Il s'installe dans le 20e arrondissement, près du métro Télégraphe, point culminant de Paris, 128 mètres d'altitude, soit environ 30 cm de plus que la butte de Montmartre. Claude n'a pas 1 an, c'est à Paris qu'il va passer ses premières années. Il a peu de souvenirs de la guerre, mais n'a pas oublié les week-ends à vélo lorsque du printemps à l'automne, la famille allait cultiver des légumes à Survilliers, à une 50aine de kilomètres au nord de la capitale, dans le petit potager d'un oncle chanoine à Notre-Dame de Paris. Donc, un Parisien né à Servoz. Voilà. Comment on prononce Servoz? Oui, Servoz. Bon, pas cerveau. Non, j'étais un Parisien, c'est sûr. Mais je revenais quand même tous les étés, toutes les vacances. Je revenais à Servoz à chaque fois, où je courais dans la montagne, je faisais beaucoup de choses. Mais en fait, j'étais Parisien. J'ai fait toutes mes études à Paris. Il me paraissait inconcevable à un certain moment d'abandonner Paris, que j'aimais beaucoup. Il a fallu que ça soit l'appel de la montagne pour que je revienne dans la vallée. C'est ton lien avec la montagne se maintient par les vacances. À Servoz. Oui, pendant les vacances. Mais il y avait encore des grands-parents à Servoz, du coup. Oui, mes grands-parents, ma grand-mère égyptienne. Et puis, Quel prénom égyptienne, c'est incroyable ça. C'est joli, hein? Oui. Et puis, disons que j'ai eu de la chance d'avoir un cousin architecte qui s'occupait de la réfection du... On en parlera. On en parlera. On en parle. Bon, d'accord. On en parlera. À Paris, Claude fréquente le lycée Voltaire, une bonne demi-heure de marche facile, le matin en descente depuis le sommet du Télégraphe, plus rude le soir. Élève moyen, il a tendance à s'ennuyer. J'étais inscrit aux Éclaireurs de France à Ménilmontant, on faisait de belles balades à vélo le dimanche, mais notre objectif principal, c'était la bagarre avec les scouts. On préférait casser la gueule aux cathos que de faire du scoutisme. On était une bonne bande de petits voyous, mais sympas. Un jour, ma mère m'a interdit d'y retourner. C'était peut-être là que la rupture avec mes parents a commencé à se dessiner. J'avais besoin de cette soupape qui me permettait de m'échapper de la famille. Le lycée Voltaire est proche du cimetière du Père-Lachaise qui devint un terrain de jeu et d'exploration où il fait bon réviser assis sur les tombes. Il y a eu un déclic en seconde et en première grâce à des profs qui m'ont ouvert à la littérature, à la culture. Le ciné-club était dirigé par Henri Hagel, un prof de français très amoureux du cinéma et très intelligent, qui sera un des créateurs de l'IDEC. Il nous passait des films d'art et d'essai un peu hors normes, Un chien andalou et Terre sans pain de Buñuel, Le sang d'un poète de Cocteau, La grande illusion de Renoir. Après, il y avait des discussions passionnantes sur le cinéma. Certains élèves étaient très pointus. On sortait d'un cadre strictement lycéen pour s'ouvrir sur un autre art, le cinéma, dans lequel je me reconnaissais. J'ai toujours été du côté du regard, pas de la création. C'est un trait de ma personnalité. Hélas. Mais c'est déjà pas mal. Je ne suis pas un créateur. Mais le cinéma te poursuit. Ah, le cinéma me poursuit. D'ailleurs, j'en profite. Pour faire une annonce. Fidèle à mon personnage, il serait temps de prendre les adhésions aux Amis du cinéma 2026. Donc, j'ai les carnets dans mon sac. Ceux qui veulent renouveler leur adhésion, je suis prêt à les écouter. Voilà. Donc, une passion qui ne s'est jamais éteinte. Voilà. On s'est attaché, les Amis du cinéma, on s'est attaché depuis maintenant 15 ans à essayer de sauver le cinéma de Chamonix, qui était en grand péril. Et puis, on a fondé une association qui était bien soutenue par la mairie, qui a subventionné le cinéma. Et le cinéma fonctionne toujours. Et on essaye d'avoir de plus en plus de films art et essai. Il y en a quelques-uns. Et alors, est-ce que tu savais que ton prof, donc qui était ce cinéphile étonnant, avait joué dans un film de Truffaut? Ah non, je savais pas. Parce que moi j'ai découvert ça avec son nom, là j'ai retrouvé un peu le parcours. C'était un vrai cinéphile passionné. Ouais, et là, je sais plus, j'avais noté parce que tout le reste qu'on entend, Renom César, hein, on entend la voix de Claude dite par Lorraine, recueillie par Antoine. Donc moi je suis là-dedans, j'ai fait le go-between, mais
Bah déjà, on Voilà. comprend d'où vient cette passion qui n'a jamais Oui, cessé. oui. Et vrai. tu rates pas tu rates pas un film, en fait. Tout ce qui sort, tu le vois. Ben, oui, tout ce qui sort de bien. Oui. En particulier, De bien. il y a un film moi, cette semaine qui passe qui s'appelle Sirat, que je vous conseille d'aller voir, qui est très très bien. Voilà. Fin d'été 1944, Chamonix a été libéré sans effusion de sang le 17 août. Claude Jacou, j'ai pas, Claude Jacou, 11 ans, accompagne René Bouvier, un cousin architecte qui supervise les travaux du refuge du Couvercle. Ensemble, ils s'installent dans le train à vapeur qui grimpe vers le Montanvert. Au-dessus de leur tête, l'aiguille du maréchal Pétain vient de retrouver son nom, aiguille de la République. Le garçon est un petit Parisien, issu d'une famille du pays, déluré et habitué à courir la montagne de Portmenat, mais citadin la plus grande partie de l'année. Le plaisir de cette journée, sa première incursion en haute montagne, l'habite toujours lorsqu'il évoque avec Antoine. Au milieu du XXe siècle, la mer de glace, le plus grand glacier français, est opulente, un vrai fleuve de glace éblouissant et attirant. Depuis la gare du Montanvert, il suffit de descendre quelques échelons scellés dans les dalles de granit inclinées pour prendre pied sur la glace qui croustille sous les pieds. On s'éloigne vite des touristes en chaussures de ville, on fait des petits sauts pour enjamber des crevasses pas méchantes et des bédières bleues émeraude. L'eau de fonte glisse en silence, on marche en équilibre, bras écartés, sur des lames de glace où les souliers cloutés des alpinistes laissent de petites traces rassurantes. On traverse sur l'œil des Drues jusqu'au pied des échelles des Aigralais. Le soleil cogne quand on attaque les 700 mètres de montée vers le Couvercle. Mon cousin architecte montait souvent visiter le refuge. Il y passait quelques heures et redescendait à temps pour arriver à Chamonix par le dernier train. Pour lui, c'était une journée normale, mais pour moi, marcher sur la mer de glace a été quelque chose de merveilleux. Pour la première fois, j'effleurais le domaine de la haute montagne. Mon amour de la montagne est né là. Sans doute. Mais il y a une autre personne là dans cette salle qui était beaucoup au refuge du Couvercle là aussi, hein? Non? Armand Comte. Ouais? Vous l'avez vu passer? J'ai passé 13 étés. Mais c'était après-guerre comme lui en 44? Non, je suis monté pour la première fois en 46. C'était mon oncle, mon père adoptif, qui était le gardien jusqu'en 60. Eh ouais. Mais il y a 2 étés, je ne suis pas monté puisque j'étais en grande Kabylie à ce moment-là, service militaire. Ah oui, bah oui, forcément. Ouais. Donc tu n'as pas croisé Armand là-haut alors? Non, non. Non. Et donc c'était la première incursion en haute montagne? Oui, première. Et il y a vraiment un côté révélation chez toi. Hein. À Ben, 11 j'en ans, conserve, tu vois, j'ai oublié beaucoup de choses. Je conserve des souvenirs précis de cette montée. L'arrivée au Couvercle, la grande pierre, c'est extraordinaire, quoi. Puis la mer de glace devait être sublime. Oui, la mer de glace était très belle. Ouais. Et pendant l'adolescence, la passion reste latente. Claude a aimé grimper 2 étés de suite au sommet du Mont Blanc, à 14 et 15 ans. Une erreur. C'était 13 et 14. Ah, alors Charlie, on corrige tout de suite. je le note. 13 et demi? Non. Non, 13. Mais pas au point de chercher à enchaîner sur d'autres courses en haute montagne. Au lycée Henri IV, il comprend que ce petit exploit banal aux yeux des Chamonniards impressionne ses amis parisiens. Jean Genot l'invite à Fontainebleau et ensemble, ils décident de profiter des prochaines vacances pour se lancer. Exact. Au lycée Henri IV quand même. Oui, au lycée Henri IV. J'avais eu une chance extraordinaire. Je suis quand même très reconnaissant à mon professeur de première qui a convoqué mes parents et qui leur a dit « Votre fils est trop bon en français pour rester au lycée Voltaire. Il faut qu'il aille à Henri IV. » C'est extraordinaire. Ouais. Donc je me suis retrouvé à Henri IV. C'était le centre du monde, du quartier latin. C'était extraordinaire. J'avais un professeur de philo communiste qui était extraordinaire. Puis j'ai trouvé mon copain Jean Genot qui m'a emmené à Fontainebleau. À Fontainebleau, on découvert le Bacuvier. Nous allions tous les week-ends
On prenait le train pour Bois-le-Roi, on marchait 5 km et on arrivait au Bas-Cuvier et voilà, on grimpait et ça m'a donné le goût de l'escalade. C'est là que je l'ai... Et après, donc, on s'est dit, comme je venais à Servoz l'été, on va essayer de pratiquer la haute montagne. L'alpinisme. L'alpinisme. Alors, je me défends quand même sur l'erreur de date. Tu sais qu'il y a une erreur de date dans le registre de la compagnie des guides? Ta date de naissance est fausse. Ah bon? Ouais, c'est mars ou mai, je ne sais plus dans quel sens. Mai. Tu es né en mai. Ouais. Et ben, sur le registre de la compagnie des guides, tu es né en mars. Ça Donc c'est de sera- leur faute, c'est la faute Je suis de la encore compagnie. plus vieux. Je suis encore plus vieux que je ne suis. Et donc, quand tu vas à Fontainebleau, tu rencontres toutes les gloires du moment. Oui, oui. Ah, les- Parago, les Parisiens. Parago, Berardini, Ouais. et un chamonniard qui s'appelle Rémi de Vivy, qui habite toujours Chamonix, et qui était un des deux meilleurs à l'époque. Rémi, ouais. Rémi de Vivy et Michel Dufranc, qui était un niçois, c'était les deux seuls qui passaient la 4e arête au Bas-Cuvier, que eux deux seuls arrivaient à passer. C'était bien. Et tu faisais partie du groupe des serrures. Oui, le groupe des serrures. Tu peux expliquer ce que c'est, le groupe des serrures? Non, simplement, on avait un bivouac. On avait un bivouac sous un rocher, comme il y a beaucoup à Fontainebleau. Vous savez qu'à Fontainebleau, il y a énormément de cavités sous les rochers, où il y a d'ailleurs beaucoup de gravures rupestres. Et donc, on avait colonisé un grand bivouac sous un rocher qui s'appelait Les Serrures, D'accord. où on dormait tous les samedis soirs. Voilà. Et Tu les après, connaissais, les gravures rupestres? Ou tu les as Non. découvertes par Je Laurent les ai- Chevalier? Je les ai découvertes par Laurent. Ouais, c'est ça, Laurent Chevalier qui a fait un film magnifique sur Fontainebleau et où il montre ces gravures sous les blocs Sous les blocs. de rocher. Ouais. Été après été, Claude Jacou s'invite dans le paysage de l'alpinisme des années 50. Après les classiques, le Grépon, la Dent du Géant, vient le temps des courses que les observateurs minutieux comme Lucien Devis prennent soin de numéroter. Jacou réalisera ainsi la 3e ascension de la face sud du Pouce, la 16e de la face est du Grand Capucin, la 18e ascension et 4e française de la face nord des Grandes Jorasses par l'éperon Walker, et quelques premières dans le massif des Filles au-dessus de Servoz. Le périmètre s'élargit. Il grimpe en Espagne, dans les Picos de Europa, dans les Dolomites. Une première échappée lointaine le conduit au Sahara, dans le Hogar, avec un bel échantillon du membre de Club Alpin. Les cadors de l'alpinisme français sont là, ceux de l'Annapurna, Lionel Terray, Gaston Rebuffa, Maurice Herzog, et ceux de la face sud de l'Aconcagua en 1954, Robert Parago, Lucien Berardini. Claude noue une amitié durable avec Lionel Terray au Pinacle après ses ascensions flamboyantes dans les massifs lointains, Fitzroy en Patagonie, Makalu et Jannu au Népal, pour ne citer que les plus connus et sans parler des succès à venir. Pendant un mois, on a campé dans le désert au pied des voies. J'ai grimpé un peu avec Berardini et fait plusieurs premières avec Maurice Lenoir. Tous les copains grimpeurs de l'époque étaient là. Robert, Guillaume, Rémi de Vivy, Pierre Leroux. Après 3 semaines de grimpe, je suis partie dans une méharée de 10 jours avec Maurice Herzog et Lucien Berardini. Au Hogar, on conduit les chameaux en pinçant l'encolure avec le gros orteil. Les Touaregs ont été surpris de voir que nos compagnons n'en avaient plus. Le Hogar n'était pas du tout touristique à l'époque. Cette expérience a sans doute influencé mon goût ultérieur pour les voyages. Il est troublant d'observer que voyager dans le sud saharien semblait moins risqué qu'aujourd'hui, alors que les événements d'Algérie, on ne parlait pas de guerre, duraient depuis déjà 2 ans et que la bataille d'Alger venait de commencer. Cette histoire-là va bientôt rattraper Claude Jacou, mais auparavant une autre bifurcation se présente. Enseigner le français en Alsace lui pèse. Paris lui manque et la montagne encore plus. Lorsque des copains m'ont suggéré de passer l'aspirant guide, j'ai commencé par dire en plaisantant que si j'étais guide, j'aurais au moins la gratuité des téléphériques. Exact. Donc, après quelques laborieuses études de lettres modernes à Paris, Laborieuse. très laborieuses, oui. Non, mais. J'ai mis un peu de temps Ouais. à passer. Heureusement, Et laborieuse, pas au sens labeur. euh, C'est ça que je voulais.
comme je disais toujours, j'ai fait des lettres modernes. Pas de chance, il n'y avait pas d'agrégation de lettres modernes. Donc j'ai été obligé de m'arrêter à la licence. Ouf. Donc j'ai été envoyé en Alsace, à Saverne, un petit bled à 30 km de Strasbourg, où j'ai été vraiment en exil. J'avais quitté Paris. Mais bon, j'ai trouvé que j'avais des bons copains alsaciens. Je m'entendais bien avec des élèves. Quand j'avais un peu de déprime le matin en me rentrant au boulot, je leur faisais réciter du Racine. Et le Racine avec l'accent alsacien, c'était quand même... J'étais de bonne humeur pour toute la journée. Donc après, il y a eu deux ans de service militaire. C'était 2 ans et demi de service militaire. Et là, j'ai eu une chance extraordinaire parce que j'ai été affecté au bataillon de Joinville, le bataillon des sportifs, et on m'a envoyé ici à l'EHM. J'ai passé près de 2 ans à l'EHM. J'ai passé un petit peu de temps, 1 fois, 2 fois 3 mois en Algérie. Mais là, j'étais encore au bataillon de Joinville et il ne fallait pas exposer ces sportifs, la gloire de la France. Donc on était très loin des combats. Mon seul fait d'armes, c'était que le samedi, un hélicoptère venait me chercher au camp où j'étais et m'emmenait en Kabylie, où je n'étais pas comme Armand, mais je faisais grimper le général en chef des armées en Italie, avec 2000 soldats qui faisaient le tour du massif pour garantir la sécurité. Donc j'étais pas trop malheureux. Et à Chamonix, j'ai jamais habité à la caserne, j'habitais chez moi, avec ma femme et ma petite fille de l'époque. Et puis, je suis reconnaissant à l'armée parce que pendant 2 ans, j'ai emmené des militaires en montagne pour des voies faciles. C'était des gros groupes de militaires ou d'officiers, mais que j'emmenais dans des voies faciles, genre qu'on montait Albert Ier, on faisait des petites courses. Et puis, je me suis aperçu que ce métier me plaisait beaucoup. J'ai résisté, pourtant c'était pas très drôle, c'était trimballer avec 15 personnes derrière soi, etc. Mais je me suis aperçu que la montagne me plaisait beaucoup. Donc au retour, je ne sais pas si tu en parles, donc sortant de l'armée, j'ai fini ma journée, mon trimestre à Saverne, puis j'ai demandé mon changement pour le lycée du Mont-Blanc. Et curieusement, je l'ai eu tout de suite. Je crois qu'ils étaient un peu heureux de se débarrasser de moi à Saverne. Et puis là, donc j'ai fait une année au lycée du Mont-Blanc. Et là, les montagnes étaient vraiment trop proches. J'avais beau sortir par la fenêtre pour emmener mes élèves grimper dans les falaises du Fayet, là. Ça ne suffisait pas. Donc, à la fin de l'année, j'ai donné ma démission de l'enseignement. Et donc, tu décides de devenir guide, mais tu peux parler de tes débuts quand tu te présentes. Il fallait faire un dossier, c'est ça? Oui. Ça, c'est l'aspirant guide. Ouais. L'aspirant guide. Donc, il fallait présenter un dossier pour être pris au probatoire, ce qu'on appelait le probatoire. Et puis, la première année, c'était en 1957, je suis refusé. Alors que j'étais un alpiniste à l'époque, en vue, disons, dans le milieu. 1958, je représente mon dossier, refusé à nouveau. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été raconter ça à Lionel Terray, qui a foncé à l'ENSA, le directeur était Jean Franco, qui était un alpiniste connu pourtant.
Lionel a été très très violent. Et tu prends Jacou ou alors je te casse la gueule. Donc j'ai été pris sous la menace. Sous la menace, et j'avais pu passer mon aspirant guide, ce qui fait que quand je suis rentré à l'armée juste après, j'ai été affecté comme professionnel à l'école de haute montagne. Et pourquoi tu crois que tu as été refusé? Parce que tu étais parisien? Parce que j'étais parisien, oui. Ah ouais. Si on était de la vallée ou de la Bérarde, on était pris immédiatement. Ouais. Je me souviens quand j'ai été pris, quelqu'un qui est devenu guide et bon guide d'ici, sa liste de course c'était le col du Géant. Il a fait en tout et pour tout le col du Géant, mais il était pris automatiquement. Parce qu'il était il se promenait pas pieds nus dans Chamonix. Voilà, moi je me prenais pieds nus dans Chamonix avec des pantalons plutôt lambeaux qu'autre chose. J'étais un peu hippie, disons. Voilà. L'été 1961, Claude Jacou sort premier du stage de guide. Armand Charlet est venu me trouver pour me proposer de rentrer à la compagnie des guides de Chamonix. Je n'en croyais pas mes oreilles. Les guides étrangers, c'est-à-dire nés au-delà des strictes limites de la vallée de Chamonix, se comptaient alors sur les doigts des deux mains. Il y avait Frison, Terray, Rébuffat, Lachenal, Leroux. Étrangers, oui, la zone d'exclusion de la compagnie était radicale. Jacou, né à Servoz, aurait dû rester à la porte. D'autant qu'à Chamonix, il était vu comme un immigré parisien. Le 15 août 1962, jour de la fête des guides, Armand Charlet lui remet sa médaille en personne. Il savait que j'avais énormément d'estime pour lui. Libéré des obligations militaires, Claude Jacou reprend l'année scolaire dans les Vosges, où il l'avait laissé 2 ans et demi plus tôt, puis arrive à se faire muter au Fayège, juste en dessous de Chamonix. Ben ça, tu viens de le dire, en fait. Ouais. Quelques années plus tard, Klaus Lanzmann écrira un portrait amoureux de Jacou dans Elle. L'alternative qui se posait alors à lui, il la formulait en termes clairs, s'il choisissait l'enseignement et la relative sécurité d'une existence de fonctionnaire, il se mutilait. S'il décidait au contraire de changer radicalement sa vie, de se faire montagnard professionnel, il s'accomplirait peut-être, mais en prenant tous les risques. Lanzmann hésitait alors à plonger dans la réalisation titanesque de Shoah. Ce que Claude Jacou retint de ces années charnières qui le conduisit de la Sorbonne à Chamonix, c'est un regret familial. J'étais le fils ingrat, le fils qui était parti. Je revoyais mes parents de temps en temps à Servoz l'été. Ils avaient été très inquiets pendant mes études à me voir toujours à droite, à gauche, et triste que j'ai coupé les ponts avec eux. J'ai retrouvé quelque part, après son décès, une lettre de ma mère qui écrivait « J'ai un fils et je n'ai pas de fils. » Dur. Me savoir prof les avait rassurés. Ils m'ont d'abord pas compris que je lâchais le métier, mais à Servoz, le guide a du prestige. Alors je dois dire une erreur que j'ai faite assez souvent, qu'Armand peut réclamer en fait, entre ces 6 qui sont rentrés, il y avait d'autres qui étaient rentrés. D'autres étrangers, même un Allemand qui était rentré, je crois, à la compagnie. Non? Armand. 45. Bien avant toi. Oui, bien avant moi. Alors, on a longtemps dit que c'était Frison Roche, le premier étranger à entrer à la compagnie en 1930, mais c'est une erreur. Après, j'ai appris que c'était un certain Fritz Schuller, qui était de Bonneville. Et il avait pu intégrer la compagnie parce qu'il parlait l'allemand. Il y avait beaucoup de clients allemands, notamment pour faire le Mont Blanc, parce que les Viertausend, chez eux, ça compte. Hein. Mais donc, en fait, j'ai appris beaucoup plus tard, le premier étranger, entre guillemets, à avoir intégré la compagnie, c'est un certain Anselme Tronchet, qui était originaire de Morillon, dans la vallée de Samoin. Et donc, il figure sur la première liste des guides lors de la création de la compagnie en 1821. Ça veut dire que Frison le Tronchet était marié à une Chamonnière. Ah oui. Ça change tout. Oui, bien sûr. Ça veut dire que Frison était doué pour faire sa pub aussi. C'est Frison qui a réussi à se vendre pour le premier. Oui, puis... Cet Anselme Tronchet était tailleur de pierre. C'était peut-être un métier intéressant à Chamonix. Ouais.
Enfin, toi, tu fais le grand saut. Tu décides de n'être que guide, alors Ouais. que Armand était instituteur et guide. Eh oui. Il y en avait beaucoup qui avaient deux métiers. Oui, ben moi, j'ai eu, je sais pas si on en parle là-dedans, j'ai eu l'idée d'avoir un second métier, c'était moniteur de ski. Ah oui. Et l'embêtant, c'était que je ne savais pas skier. Ah, J'avais mis les skis de temps en temps l'hiver à Servos avec des skis en bois, mais enfin, j'avais jamais skié. Donc j'ai dit, il faut que je sache skier, et j'ai passé un hiver entier à travailler le ski. J'étais dans la famille Stamos, qui était moniteur au jet, et Denis Stamos, qui est un pédagogue extraordinaire, et il me prenait tous les jours. J'ai travaillé. Et finalement, j'ai pu passer le capacitaire. et tu as été moniteur de ski à Chamonix ou ailleurs? Non, un tout petit peu à Chamonix, mais pas longtemps. Puis après, Pierre Leroux, avec qui j'étais assez ami, qui créait l'école de ski de La Plagne, m'a proposé de devenir moniteur à La Plagne. Alors, comme j'étais nouveau, ma femme et moi, on est partis à La Plagne, où j'ai rencontré Jean-Louis Bernoza et beaucoup d'autres guides. Il avait envie qu'il y ait beaucoup de guides. Donc il avait pris Bernoza, Pierre de Galbert, Max Léautier, beaucoup de guides. Donc on a passé tous les hivers à La Plagne. L'automne, je travaillais à Paris dans des magasins de sport comme conseiller technique. Et l'été, le printemps et l'été, je faisais mon métier de guide. Donc tout allait bien. Un jour de juillet 1964, Jérémy Bernstein s'inscrit pour engager un guide. Lorsque je me suis présentée le lendemain matin à 7h, j'ai eu la surprise de constater que le guide qu'on m'avait assigné n'était autre que Claude Jacou, que j'avais vu en action l'année précédente. Si l'on peut lire, 60 ans plus tard, le témoignage précieux de Jérémy Bernstein sur le quotidien des guides chamoniards au milieu des années 60, c'est parce qu'un soir, au hasard du tour de rôle, le membre 232 de la compagnie a choisi le client américain débutant. On imagine les plaisanteries des collègues sur l'anglais vache espagnol du guide. Mais entre les deux, le courant passe. Claude à Antoine. Ce qui m'a séduit chez Jérémy, c'est son sens de l'humour, absolument extraordinaire. Il parlait bien français, mais avec un terrible accent new-yorkais, un régal. Ce jour où je le testais sur la voie normale de la falaise des Gaillans, il s'est tourné vers un groupe arrêté à un relais et leur a dit « Ne faites pas attention, c'est un guide qui promène sa vache ». Il disait toujours des trucs comme ça. La première brève rencontre entre le client et son guide remonte à l'année précédente. Et Claude Jacou y fait comme souvent une entrée très cinématographique. En 1963, Jérémy Bernstein avait touché un autre guide au tour de rôle, un nommé Dufour, qu'il avait emmené à l'Aiguille de l'Em. Sur une aiguille voisine, un grand guide à l'abondante chevelure blonde était assis au sommet d'une lame de rocher, fumant une pipe et laissant nonchalamment deux clients descendre une fissure verticale, comme s'ils étaient des poissons sur une ligne. Dufour cria « Hey oh, Jacou !» et les deux guides échangèrent des plaisanteries pendant que les clients se dépêtraient pour descendre la fissure. Jérémy Bernstein raconte par le menu sa première journée en montagne avec Jacou, une escalade au photogénique clocher de Plampras. Le temps d'un hiver, j'avais oublié combien ces aiguilles peuvent être raides et je me sentis défaillir à la vue de l'éperon vertical en face de moi. Encouragé par son guide, le client se surpasse, réussit sa première descente en rappel et l'accordé est de retour au bureau des guides vers 15h. Voilà, Jérémy, il sera beaucoup question de Jérémy Bernstein dans ce livre, parce qu'il il était physicien de haute volée, puisqu'il travaillait au CERN à Genève. Et il venait beaucoup avec des prix Nobel de physique à Chamonix. Il me disait toujours que si je n'avais pas été aussi paresseux, je serais prix Nobel. Mais bon. Et il écrivait dans New Yorker, un célèbre magazine américain, et il décrivait ses étés à Chamonix. Et après, il en a fait des livres, plusieurs livres, dans lesquels il racontait nos ascensions et ensuite nos voyages. Bref, Charlie a trouvé une mine inépuisable
dans Je le me livre suis- de Jérémie. Je me suis plongé avec beaucoup de plaisir parce il avait vraiment un talent pour capter des situations, des détails. C'était vraiment un matériau assez génial. Et alors, il a peut-être pas eu le prix Nobel, mais il y a quand même. Tu vas peut-être raconter ce voyage assez étonnant en Land Rover jusqu'au Pakistan, Afghanistan-Pakistan, en 1969, qui est un moment assez dingue, quoi, je trouve, de se replonger, parce qu'il le raconte vraiment kilomètre par kilomètre. On fait tout le voyage en Orient, et à l'arrivée, ce physicien, donc il allait prendre un poste de physicien à Karachi, je crois, à Rawalpindi, et il termine son récit dans le New Yorker en disant que les étudiants qu'il a formés en physique atomique au Pakistan, ben, peut-être que ce sont eux qui ont créé la bombe atomique pakistanaise. Donc voilà, pas de prix Nobel, mais une contribution à la prolifération nucléaire. Mais un personnage quand même assez formidable pour que il te suive pendant au moins 20 ans, hein, puisqu'il y a encore des récits dans les années 80. Oui, oui. Ton premier voyage au Népal, c'est avec lui? C'est avec lui, oui. Et donc, je ne sais pas si tu parles du voyage au Népal, là. Mais... Dans le livre, il il y en a- parle, mais je ne vais pas tout lire. Non, Et non, pour terminer sur Jérémie, il y a eu quand même une petite tristesse parce que on en a parlé avec Claude quand on terminait de préparer le livre. Et on s'est dit quand même, ce serait bien qu'on puisse l'interviewer. On a cherché, tu avais encore des numéros dans ton calepin. J'ai appelé tout le monde, cherché surtout les universités auxquelles il avait collaboré. Et en fait, on a découvert qu'il est mort un mois après, je crois. il est Donc, mort était au mois en de janvier cette Ouais. année. Donc, Ah ouais. Vous l'avez donc raté voilà, à de peu de choses près, on aurait pu l'inviter pour la sortie du livre. Et voir. On s'en était un peu douté parce qu'il nous envoyait chaque année une carte de vœux à Noël. Puis cette année, on n'a rien reçu. Il répondait pas au téléphone et après, on a su qu'il avait disparu. Voilà. Bah, oui, effectivement, dans le bouquin, je ne vais pas tout lire, mais il y a toute l'épopée, le premier voyage au Népal, il y a ce voyage en Orient, mais il y a un passage qui est assez sympa, marrant, qu'on peut lire. Donc, c'est Jérémie Bernstein qui parle. Jacou et moi rencontrons des problèmes d'incompatibilité de pilote. Jacou est un digne représentant de l'école de conduite française. Leur devise est « Attaque ». Je crois à la conduite défensive. Je pars du principe général que les voitures venant en sens inverse sont toutes potentiellement conduites soit par des maniaques, soit par des personnes qui s'apprêtent à faire un infarctus. La Land Rover n'est pas idéale pour attaquer car les voitures beaucoup plus lentes qu'une Land Rover chargée à bloc sont rares. Mais Jacou, qui a les réflexes et le tempérament d'un pilote de course, parvient à tirer de la machine des prodiges dont je la croyais en principe incapable. De plus, nous sommes plus ou moins obligés de conduire l'engin en duo puisque le volant est à droite et que le conducteur ne peut rien voir de ce qui arrive sans l'aide du passager à sa gauche. Surtout si ce qu'il faut dépasser est un camion ou un bus. Ainsi, chaque dépassement est précédé d'un échange de signaux comme « ça va pas » ou « vas-y mais vite nom de Dieu ». Cela peut être amusant lors d'un trajet court, mais nous sommes maintenant dans la machine depuis plus d'une semaine et nos nerfs, du moins les miens, commencent à monter dans une certaine usure. Surtout quand Jacou manque de démolir une vieille paysanne turque, visiblement un peu fêlée, qui s'obstinait à poursuivre sa vache devant la voiture. En freinant et en faisant glisser l'engin comme un skieur de slalom, il a évité à la fois la dame et sa vache de quelques millimètres. Ça devait être quelque chose ce voyage, hein? Ah oui, c'était quelque chose, surtout qu'à l'époque... Partie de Chamonix, quoi. Partait de Chamonix, on a traversé toute la côte de l'Adriatique, tous les pays différents, la Turquie, on est resté quelque temps, et ensuite l'Iran, traversée de l'Afghanistan. L'Afghanistan, les routes de l'Afghanistan n'étaient pas encore construites ni par les Américains ni par les Russes. C'était quelque chose. Pour arriver finalement au Pakistan. Voilà, tout s'était bien passé. Et c'était un voyage très, pour moi, donc je conserve de très bons souvenirs. Sur les traces de Nicolas Bouvier. Afghanistan et Pakistan, il y a une visite au Bouddha de Bamiyan aussi. Oui, qui oui, est on assez, s'était arrêté au Bouddha de Bamiyan qui était encore intact. À l'époque, les talibans n'avaient pas encore fait exploser. Et c'était le lac de Bamiyan et les Bouddhas de Bandi Amir. Les Bouddhas de Bandi Amir étaient quelque chose
dont l'Afghanistan était un pays absolument extraordinaire. On était très très bien reçus par les gens en plus. Très, très hospitalier, c'était vraiment un pays très agréable. Il n'y avait pas encore ni les Russes, ni les touristes, ni les talibans. Voilà. Sur un même plan. Sur le même plan, aussi destructeurs les uns que les autres. Ouais. Alors si j'ai choisi de prendre un peu de temps sur ce voyage, c'est aussi en germe ta première expé en fait. Oui. Puisque le voyage en voiture se termine au pied d'une montagne auquel tu vas vouloir revenir. Voilà, on était arrivé à un petit village qui s'appelait Naltar. Et puis, c'était au fond d'une vallée. Au fond de cette vallée, il y avait une aiguille assez haute qui faisait pas loin de 7000 et qui ressemblait un peu à un dru. Évidemment, personne n'était jamais monté sur cette montagne. Et quand je suis revenu, ça m'a travaillé. Je me disais, si on essaye de monter une petite expédition là-dessus. Alors, je m'en étais ouvert à mon ami Jean-Louis Berneza, qui était moniteur de ski à la Plagne aussi, et qui, lui, était déjà un voyageur. Il avait créé des voyages vers le Sahara, vers Tamanrasset. Il avait créé une association qui s'appelait Hommes et Montagnes, qui marchait depuis 2-3 ans et qui avait pignon sur rue. Alors, je lui en parle. Et ça l'intéresse, et on commence à monter quelque chose. Et puis c'est lui qui m'a suggéré justement de partir avec des guides, amis si on veut, mais aussi avec des clients. Donc on a commencé à monter un petit groupe, et puis quelques temps avant le départ, il m'a dit non, je le sens pas ce voyage, c'est trop loin, je connais pas du tout ces pays. Je laisse tomber. Donc, je suis quand même parti avec quelques copains guides ou très bons alpinistes, puis quelques clients, un petit groupe. Et puis, on est parti là-bas. On n'a pas réussi pour des questions de météo, mais pas très loin du sommet. On pourrait presque considérer qu'on arrive au sommet, quoi. Mais voilà, on est revenu et tout le monde était content. Tout le monde était content, y compris les clients. Et ça m'a donné l'idée. Et je me suis dit, si je commençais à... Donc j'ai commencé à faire quelques voyages sur des sommets pas difficiles. Des 5000, des 6000, pas trop difficiles. Puis ça marchait pas mal. Et puis en 80, je crois, je me souviens plus. J'ai été contacté par un organisateur italien, BP Tenti, qui avait envisagé de faire un sommet qui s'appelle le Trisoul à ski. Ce sommet n'avait jamais été fait à ski, il n'y avait pas l'habitude de faire des sommets à ski à l'époque. Donc, il m'a contacté. J'ai dit OK, et puis j'ai retrouvé là un de mes meilleurs amis, un guide italien qui s'appelle Alberto Re. Alors, une petite erreur du livre, c'est R-E, pas R-E-Y. Aïe, 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 bon, ça fait le deuxième. C'est pas Adolphe Re, c'est R-E. Donc j'ai trouvé, on avait chacun un petit groupe de clients, et puis on a réussi ce sommet de 7000, très bien, impeccable, tout le monde au sommet, ça s'est très, très bien passé. Donc ça m'a vraiment lancé, j'ai continué à organiser les voyages. Après, j'ai vu qu'il y avait un 7005, le Mustagata, que j'ai organisé, et 7005, ça a bien marché, on est arrivé au sommet, effectivement, 7005. Et là, j'ai rencontré... C'était la deuxième ascension, hein, Mustagata. Oui, c'était la deuxième ascension. C'était quand même pas encore très, très répandu. Ouais. Et là, j'ai rencontré un de mes copains guides, Michel Vincent,
qui avait suivi un peu mon parcours et qui m'a dit, allez, maintenant 8000. Voilà. C'est là, je ne sais pas si tu parles de quelque chose là-dessus. Je ne lis pas tout. Tu lis pas. J'arrête là. Donc lui, Faut que les il gens était découvrent vraiment aussi, hein. moteur. Il a dit, maintenant, tu as fait 7000, 7005, il faut aller 8000. Ok. Ok, donc on a commencé en continuant tous mes voyages je faisais beaucoup de 6000, 6005, qui étaient des sommets plus accessibles, dans lesquels on a de grandes chances de réussite. J'avais découvert l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ça fourmille de 6000. Par exemple, en Équateur, autour de Quito, la capitale, il y a 3 sommets de 6000. Très beaux sommets. Magnifique sommet neigeux. Et on est en une journée au pied, on grimpe. C'est l'idéal, quoi. Donc je faisais beaucoup, un peu partout dans le monde. Chaque fois qu'il y avait un 6000, j'y allais. Donc je continue à faire mes voyages. Et puis, donc en 80, quelle année? Le Gachebrom 2. G2 85. 85. J'oublie tout. Donc on découvre un sommet qui s'appelle Gachebrom 2, qui était au Pakistan et qui paraissait accessible. Il avait été conquis, mais bon, on n'avait pas beaucoup de renseignements là-dessus. Donc on a monté, on avait un bon groupe de clients. On était... Combien on était? 2 guides, 3 guides. Il y avait Bernard Germain, quoi, qui est guide aussi. Et puis il y avait un autre petit groupe qui s'est joint à nous avec un guide qui s'appelle... J'ai oublié. Le groupe de Boivin ou un autre? Boivin. Boivin, ouais. Ouais. Boivin. Donc on était un gros groupe et là on a vraiment vu la difficulté d'une expédition sur un 8000 parce que là il faut quand même beaucoup de matériel, donc beaucoup de porteurs, de yaks, etc. pour aller au camp de base qui est déjà assez loin. C'est loin, il faut remonter une longue vallée. Donc c'est déjà compliqué au point de vue d'une organisation, très très grosse organisation pour avoir... Ça n'empêche pas de prendre soin de soi, parce que la photo est prise pendant la marche d'approche. Donc, si vous voulez jeter un œil. Donc on arrive au pied. Là on renvoie les yaks et les porteurs et on reste donc au camp de base. Et donc il restait un porteur parce que Jean-Marc Boivin, qui voulait être le premier à sauter d'un 8000 avec un deltaplane, avait engagé un porteur parce que son deltaplane, il pesait 17 kilos. Alors, il valait mieux avoir un porteur. Donc, Il s'appelait le porteur s'appelait Little Karim. Karim qu'on a appelé Little Karim parce qu'il était tout petit. Et donc, est le sujet d'un film, très beau film de Laurent Chevalier. de Laurent Chevalier. Et puis, donc, on a eu beaucoup de temps, beaucoup de mauvais temps au début. Ça nous a beaucoup retardé. Jean-Marc Boivin, qui a voulu quand même avancer plus vite que nous, il a eu un mort dans une avalanche. Son photographe, Toru Nakano, dans une avalanche. Nous, on ne bougeait pas parce qu'il faisait trop mauvais. Finalement, le temps s'est amélioré. On a pu monter, mettre des cordes fixes, quand même quelques-unes dans les passages raides, pour nous, quoi, qu'on mettait nous-mêmes. Et puis, une bonne partie du groupe est arrivée au sommet. Pas moi, parce que j'étais en bas. Je m'occupais du matériel. Et puis voilà, on a malheureusement un de nos clients qui est mort à la descente.
il a fait un œdème au sommet et Michel Vincent a descendu sur son dos, mais à un moment, le client est mort. Voilà. Et donc, c'était une belle victoire quand même. C'était la première fois qu'il y avait une expédition, disons, ce qu'on a appelé les expéditions guidées, c'est-à-dire organisées par des guides en menant des clients. Puis après, ça a continué. Alors, je ne sais pas s'ils en parlent aussi. Non. Mais cette dimension de la mort, donc la mort d'un client, moi, ça m'a intéressé de fouiller un petit peu. Et donc, Michel Vincent m'a raconté quand même un petit peu comment ça se passait avec toi et les clients. Vous leur faisiez signer un document pour qu'ils soient bien conscients de à quoi ils s'exposaient. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça sur le rapport, la façon dont le rapport s'établit entre le guide et le client. Je trouvais ça très intéressant. Michel Vincent me disait, c'était pour lui la façon d'entamer la discussion avec les clients pour cerner là où ils étaient. Est-ce qu'ils étaient conscients de là où ils s'engageaient, exactement. Comment ils allaient réagir? Oui, c'est ça. On leur faisait signer un client comme quoi ils sont engagés dans un terrain dangereux et qu'ils étaient bien conscients qu'ils pouvaient avoir un accident et voir la mort. Donc ils étaient bien détaillés et ils signaient. Ça n'avait aucune valeur juridique. Aux États-Unis, c'est une valeur juridique. En France, ça n'a pas de valeur juridique, mais c'était simplement pour leur faire prendre conscience que on risquait pas mal en se lançant dans ce genre d'aventure. Voilà. Et vous les testiez, les clients, quand même, avant? Oui. En général, c'était des gens avec qui... Ouais. Soit ils nous présentaient une liste de courses importante, soit on les connaissait, on les avait mis... Non, on les connaissait tous bien, quoi. Oui. Et les expéditions se sont enchaînées. Après, l'expédition... Il y a eu l'Everest aussi? Oui, ça c'est différent, c'est l'Everest. Oui, après on a fait un autre sommet, le Choyu. Après un troisième sommet, le Shishapangma, qui est au Tibet, donc en Chine, et puis qui sont bien déroulés. Chaque fois, une bonne partie de l'expédition est arrivée au sommet. Au Shishapangma, on a eu beaucoup de mauvais temps aussi. Il y a peut-être un truc qui t'intéresserait d'ailleurs, c'est que Camille connu la fille de mes anciens clients, qui s'appelle Jean-Pierre Vrina, qui a fait un carnet de toute son expédition. Il me l'a envoyé, mais je ne peux pas le lire parce qu'il est en pièce jointe. Ça m'intéresserait de jeter un œil. Moi, ce que j'ai trouvé amusant pour reconstituer un peu l'époque aussi, c'est que en 85 au G2, Pierre Jevaux fait le premier vol en parapente d'un 8000. En 86 au Choyu, il y a, je crois, Véronique Perilla qui descend en monoski. Il y a vraiment un truc de l'époque, je trouve, de ce côté novateur. On va en Himalaya avec des nouveaux outils. Et donc, toi, tu étais novateur comme responsable, enfin, guide responsable de ces expés, mais il y avait aussi tout ce côté de réinventer un peu l'alpinisme, d'inventer des nouvelles, de porter des nouvelles pratiques en Himalaya. Exactement. Ah, oui. Oui, Véronique qui était descendue en monoski. C'est extraordinaire. Donc, on enchaîne 3 8000 et c'est Michel Vincent encore, toujours là, novateur, qui me dit, allez, maintenant, l'Everest. L'Everest. Et on choisit de faire l'Everest en 1989 pour célébrer le 2e anniversaire de la Révolution française. Et puis, on avait l'objectif de présenter la Déclaration des droits de l'homme au sommet de l'Everest face aux Chinois qui avaient envahi le Tibet
envahi le Tibet, asservi le Tibet, colonisé le Tibet, et donc la face tibétaine de l'Everest. Donc on avait décidé de faire notre ascension côté tibétain, qui est nettement plus difficile que le côté népalais, qui est la voie normale. Mais donc on a préparé ça c'était vraiment une très grosse expédition, et qui m'a valu de plusieurs voyages à Pékin, à Lhasa pour avoir les autorisations avec les Chinois qui sont pas faciles à convaincre. Et à Pékin, au tout début de l'année 89, Ouais. on a mis un petit temps à reconstituer la date précise, mais donc juste avant Tiananmen. avant le printemps de Pékin était en train de commencer et le massacre de Tiananmen, le 4 juin 89, juste avant que vous partiez en expé. Voilà. Et donc il y a un moment où massacre de Tiananmen, vous vous dites c'est foutu. Ouais. Puis là, on a quand même eu l'autorisation. Et donc, on avait préparé ça avec attention. On avait même quelques sponsors. On avait le champagne Canard Duchesne, on avait Rolex, on avait 2, 3. Il m'avait offert une montre Rolex que j'ai perdue. En escalade. Et puis voilà, on est parti. Donc on avait un groupe de trek qui allait au camp de base, si tu veux, puis un groupe d'ascensionnistes. On était pratiquement, je ne sais plus combien, on était 18, je crois. 18 avec... Alors, toutes nos expéditions, on les avait sans oxygène. Et puis là, on avait fait une petite exception. On avait dit, on prend une bouteille d'oxygène par personne pour le camp à 8000 mètres. Parce que passer une nuit à 8000 mètres, on risque beaucoup. Donc c'était uniquement pour le camp à 8000. Et puis chacun devait la porter. En plus, on avait comme d'habitude pas de Sherpa, pas de corde fixe mise comme à la différence du Yasharang 2. Et donc on est arrivé au camp de base avancé, puis on a grimpé, on a fait une série de camps, et puis dernier camp pratiquement à 8000. Pour moi c'était trop, j'étais en train de me battre avec les Chinois en bas. Et puis, donc mauvais temps. Il y avait un groupe d'Espagnols qui étaient devant nous, qui avaient renoncé. Et puis, donc tout le monde à 8000 mètres avait de la neige. Alors on a deux très forts grimpeurs, Bruno Gallet et Jean-Mi Asselin, qui sont montés à 8004. La neige jusqu'au ventre, ils n'ont pas pu, ils sont redescendus. Le lendemain, ils ont réessayé, ils sont de nouveau arrivés à 8004, mais ils ont dû redescendre et tout le monde est redescendu. Mais cette année-là, personne n'est arrivé au sommet de l'Everest. On n'a pas de chance ni du côté népalais, la voie normale, ni du côté chinois. Voilà, donc on est rentré, mais bon, on avait tous vécu une belle expérience et chacun est rentré très, très content de notre... Bon, Naride n'aura pas pu brandir les droits de l'homme au sommet de l'Everest face aux Chinois, mais tant pis. Tant pis, on avait fait fabriquer des piolets qui étaient divisés en deux. Qu'on ouvrait, chacun avait une déclaration des droits de l'homme à l'intérieur de son piolet. Donc de peau, ils ne sont pas servis. Voilà. C'est pas revenu avec autre chose que la déclaration des droits de l'homme? Voilà. Ça, c'est la légende. C'est la légende. C'est aussi, peut-être pour terminer, c'est aussi un tournant, parce que tu dis que vous êtes revenu content de cette expérience. En même temps, tu me disais que c'était un peu, tu avais saturé à ce moment-là. Oui, moi j'ai dit. Et c'est un peu le moment où tu commences à faire davantage de trek que tu arrêtes les expés sur des 8000. Sur des 8000, oui, complètement. J'ai descendu
je descendais toutes les années un peu, quoi. J'ai encore fait quelques 6 000, 5 000, 4 000. Ça descendait toutes les années parce que je commençais à être un peu usé. Puis après, j'ai trouvé le charme du trek au bord de mer. J'ai découvert la Sicile, les îles éoliennes, le Cap-Vert. Merveilleux. C'est les plus beaux treks, finalement. On n'a pas de problème. Très, très bien. Et j'ai dû arrêter en manque de peau le dernier trek que je voulais faire, qui était en Sibérie. En 2020. En 2020, qui était un tour du lac Baïkal. Pas un tour complet, mais une partie du lac Baïkal. Manque de peau, Covid. 21, Covid. On avait pris 22, ça allait bien, on avait pris les billets d'avion, tout. Et le 22 février, la guerre en Ukraine. Crac. Pas pu aller au Baïkal. Salaud de Poutine. Salaud de russe. Voilà. Bon. Eh ben, Il y a des questions?